Et maintenant, place à notre rencontre, puisque vraiment, je suis absolument enchantée de vous présenter ce soir Karine Lambert, qui nous fait l'amitié de venir de Bruxelles pour nous parler. J'ai eu envie d'inviter Karine car elle est romancière. Et elle a une particularité, elle va nous en parler, c'est que cette vie de romancière, c'est une troisième vie pour elle et que, en fait, c'est quelque chose qui a commencé assez récemment. Et avant d'écrire des romans qui étaient publiés, Karine avait un plaisir qui était de participer à des ateliers d'écriture. Donc j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas avoir mieux comme témoin de ce que nous sommes en train de faire, non pas parce que nous le faisons pour être publié, mais c'est une histoire formidable et c'est surtout une plume que j'adore. Et non seulement une plume que j'adore, mais à laquelle j'ai assisté en lisant les livres de Karine, à quelque chose de très rassurant et encourageant, qui sont les progrès phénoménaux que Karine fait à chaque fois que je lis un de ses nouveaux livres. Le prochain sort aujourd'hui, n'est-ce pas Karine? Tout à fait. C'est ça, voilà. Donc, nous fêtons avec Karine la sortie de son livre. Je vous le montre tout de suite. Toutes les couleurs de la nuit. Et Karine va nous en parler parce que c'est quand même une sacrée histoire. Nous avons déjà recueilli, et merci, quelques questions à poser de votre part à Karine. Donc, Karine, si tu veux bien, on va commencer comme ça. Je vais te poser la première question. Donc, c'est Élodie, on va commencer par la base, te demande comment êtes-vous devenue romancière et pourquoi vous êtes-vous jetée à l'eau un jour plus qu'un autre? Super question, Élodie, parce que ça a vraiment sens par rapport à ma présence ici ce soir. En fait, il y a 8 ans, je suis partie en Inde pour un voyage et peu avant mon départ, ma meilleure amie m'a offert le livre de Florence, 3 kiffs par jour. Et donc, comme j'étais seule là-bas, j'avais bien le temps de lire. Et dans ce livre, il y avait un moment, elle parle de quand on a une envie ou un rêve, de mémoire, de jeter son sac à dos de l'autre côté du mur. Et à un moment, il faut y aller. Et donc, c'est là-bas en Inde, j'avais un cahier et j'ai commencé à écrire mon premier roman. Et Karine, avant ça, tu n'écrivais pas? Comment tu écrivais avant ce roman? Avant, j'ai toujours beaucoup lu. J'écrivais, je dirais plutôt que j'ai toujours aimé raconter des histoires, mais j'ai aussi été copywriter dans la pub, qui est une forme d'écriture et qui explique peut-être que j'aime les phrases courtes et incisives parfois. Je ne sais pas, tout se mêle après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait. Et alors, est-ce que tu nous parlerais justement du rôle des ateliers d'écriture? Quelle était la place des ateliers d'écriture dans ta vie, peut-être avant, peut-être toujours? Je suis une vraie autodidacte, moi. J'adore apprendre et donc je n'ai pas suivi de cursus d'études classiques après le bac. Par contre, je suis très curieuse et donc je suis en apprentissage constant et je vais toujours chercher partout ce qui peut nourrir mon imaginaire et remplir ma boîte à outils. Et donc, je trouvais que les ateliers d'écriture, c'était une bonne manière de commencer par des petites choses sans se mettre la barre trop haut, avec des exercices de 20 minutes, d'une demi-heure. Et avec ça, j'ai appris des tas de choses qui me servent aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est vrai que je continue à suivre des ateliers d'écriture. Alors, c'était quel type d'atelier que tu suivais ou que tu aimes peut-être suivre aujourd'hui? Divers. Il y a des ateliers sur la courbe narrative, sur la création de personnages, sur comment commencer un roman, diverses choses. Aussi sur la construction. Je trouve qu'il y a plein de points communs entre un scénario de film et la construction d'un roman. Nous avons une question que Corélie nous a posée, qui est: comment fais-tu pour organiser tes idées lorsque tu écris? Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se passe comment ça passe de la tête à la feuille? Dans ma tête, c'est une vraie surboom, parce que en fait, j'ai beaucoup trop d'idées, donc j'ai jamais de page blanche. D'ailleurs, je me demande comment on peut être écrivain si on est pendant des heures devant une page blanche, mais peut-être qu'après quelques heures, ils écrivent nickel du premier coup. Moi, j'ai beaucoup d'idées, trop de mots, et donc je dois faire
harakiri pour supprimer une partie de mes idées et déployer les autres. Mais après, au fur et à mesure que j'avance, il y a encore des nouvelles idées qui arrivent. Et puis, j'ai à peu près 3 mots pour un. Il faut savoir que je suis très désordonnée. Donc, la grande part de mon travail, à moi, de ma difficulté, c'est d'arriver à ce qu'au bout du compte, tout ça soit fluide et on ne se rende pas compte de ce désordre. Donc, c'est plutôt de gérer l'abondance. Oui. Ouais, c'est ça. Quelle chance. Est-ce que c'est une chance d'ailleurs? Est-ce que c'est un travail qui est difficile à faire pour toi? Est-ce que ça implique beaucoup de renoncement? Est-ce que c'est facile ou pas d'avoir trop d'idées? À la fois c'est bien, à la fois c'est pas facile. J'entends des auteurs pour qui le premier jet est souvent le bon. Moi, à mon avis, j'ai au moins 20 versions de chaque chapitre. Ah oui? Ah oui. Et que tu refais à chaque chapitre, c'est-à-dire qu'un chapitre sera réécrit avant de passer au suivant? Ah non, c'est pas comme ça, moi. D'abord, j'ai un plan. Je commence pas à écrire sans connaître la fin de l'histoire et sans avoir un espèce de synopsis. Et qui bouge aussi tout le temps. Rien n'est figé, parce qu'il y a des choses qui me viennent encore aussi en cours de route, quoi. Donc, non, c'est pas je suis hyper satisfaite du premier chapitre avant de passer au suivant. Tout est en mouvance constante. Alors, je garde un œil sur vos questions et vos remarques en même temps pour que, si je trouve comment ça marche, pour qu'on puisse évidemment répondre à vos questions. Est-ce que tu nous présenterais donc le premier livre, parce que l'histoire de Karine est quand même formidable, parce que elle nous raconte ça simplement, elle part en Inde, elle lit 3 kiffs par jour et boum, c'est fait. Mais dans la réalité, ce premier livre que tu as écrit, c'est donc celui-ci. L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, donc c'est le premier livre publié par Karine Lambert et qui a été un succès phénoménal en fait, qui est un succès international. Est-ce que tu nous raconterais l'histoire de ce livre? D'abord l'idée, parce que le titre est fantastique, l'histoire est tout aussi géniale, et puis surtout ce qui s'est passé. Après, comment c'est arrivé? C'est arrivé, en fait, ça arrive un peu de la même manière à chaque fois. Quelqu'un dit une phrase qui me bouscule, m'interpelle, me bouleverse et me donne envie d'écrire autour de ce thème. Dans ce cas-là, c'était une rencontre fortuite. Et cette femme m'a raconté qu'elle avait renoncé aux hommes depuis 25 ans et elle était rayonnante. Et donc, j'ai trouvé ça complètement dingue. La nuit qui a suivi, j'ai rêvé que poussait une forêt d'immeubles avec des femmes qui ont renoncé aux hommes et que petit à petit, il n'y avait plus de race humaine. Mais ça, c'est mon imaginaire qui s'était déjà emballé. Elle avait 2 copines comme elle dans son immeuble. Donc, ce n'est pas son histoire, mais c'est ça qui m'a donné envie d'écrire autour de ce thème. Alors, il y a une question que nous a posée Eugénie. Alors, attends, est-ce que... oui, peut-être, ça c'est une question qui est peut-être liée à ce qu'on va trouver dans des livres. C'est Eugénie te demande comment est-ce que tes proches réagissent à ce que tu écris et est-ce que tu te mets des limites en sachant qu'ils vont te lire? Et peut-être, je vais ajouter, Eugénie, à cette question, quelle est la part d'autobiographie en fait dans un livre tel que celui-là ou que les autres? Comment ça se passe? Pour répondre à la première partie de la question, non, je me mets ni limite, ni espèce de cahier des charges, genre ça pourrait plaire aux gens ou ne pas plaire, mais que ce soit mes proches ou pas. Donc, sans limite, de toute façon, c'est pas moyen de me mettre des limites vraiment, vu comment je fonctionne. Mes proches, la première fois, ils s'inquiétaient un peu, certains, de savoir s'ils allaient être... Ils étaient dedans? S'ils étaient dedans, mais bon, je les ai rassurés. Et donc, justement... Parce que tu les as rassurés, parce qu'ils n'étaient pas dedans? Parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dedans. Non, et je pense pas que j'aurais envie de faire ça, de mêler l'intime à ça. Et donc, l'autobiographique, on me pose souvent la question de savoir si c'est autobiographique. Bon, dans le cas du deuxième où le personnage principal a 78 ans, on me le demande moins. Et pourtant, il y a plein de choses d'elle qui me ressemblent. En fait, je trouve que ce qui est autobiographique, c'est plutôt des émotions, des choses que je peux ressentir et que je fais vivre à mes personnages. Mais leur enveloppe, leurs caractéristiques autres ne me ressemblent pas du tout, ni ce qui leur arrive. Mais à travers eux, ma colère peut passer. Et c'est marrant parce que les gens, justement, ils n'identifient pas forcément ça. Oui, que en fait, c'est saupoudré. Tu es saupoudré partout. Oui. Est-ce que... Forcément, puisque c'est ce qui me touche. Face à un même thème, on le voit dans les ateliers d'écriture, les gens écrivent quelque chose de tout à fait différemment. Donc, c'est ce qui me fait écho dans la vie, quoi. Oui.
Alors, le deuxième livre de Karine, ensuite, donc celui-ci, c'est vraiment une farandole de personnages. Tu t'es amusé avec. Il y a combien de personnages dans cette histoire? 5 femmes. Il y a 5 étages. 5 étages, 5 femmes. Donc 5 femmes. Je ne vous dirai pas s'il y a un monsieur dans l'histoire ou pas. Voilà, ça, il faut le découvrir comme ça. Et ensuite, tu es passé à une histoire d'amour. Et elle est extrêmement touchante. Ça s'appelle donc eh bien Dansons maintenant. Et c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont vraiment à la fin de leur vie et qui vont se rencontrer et qui vont s'aimer. Alors, qu'est-ce qui t'a pris d'avoir envie d'écrire une telle histoire? Pareil, la maman de mon meilleur ami qui était veuve depuis 50 ans et qui était, non pas veuve depuis 50 ans, depuis après 50 ans de mariage, ça me trouve veuve, elle était complètement paumée, désemparée, je la retrouve un an après, elle me raconte les yeux brillants comme une petite fille qu'elle danse avec son nouvel amoureux dans sa cuisine. Et donc j'ai trouvé ça tellement formidable que voilà, de nouveau c'est pas son histoire, mais c'est elle qui m'a donné envie d'écrire là-dessus et sur l'audace de vivre jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce qu'on fait de la chance quand elle passe? Est-ce qu'on l'attrape? Est-ce qu'on la regarde passer? Alors, j'ai été moi très très touchée par cette histoire. Donc voilà, déjà pour moi, c'était encore un bond que faisait Karine dans sa narration et dans la manière dont cet amour était dépeint, parce que évidemment, on peut l'imaginer, c'est pas il n'y a absolument rien, ni de brut, ni de strictement sexuel. En fait, tout est absolument bien amené, c'est fantastique. Et puis alors après, Karine, tu es passée alors encore à un autre format, puisque à chaque fois c'est une innovation, avec un arbre un jour, alors qui est paru il y a très peu de temps, quand même, parce que maintenant ça s'accélère. Tout ça va de plus en plus vite. Tu mets combien de temps maintenant pour écrire un livre? Celui-là, j'ai mis une petite année. Mais en fait, comme j'avais commencé le 4e avant et que j'ai eu le grand luxe de le reprendre après et de le retravailler, donc celui-là, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps. Ouais. Puis même quand c'est un an sans dormir. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, une question de Nathalie. Comment est-ce que tu organises toutes ces idées? Est-ce que tu te fais des cartes mentales? Est-ce que peut-être tu tiens des cartes? Vraiment, très concrètement, ça se passe comment? Effectivement, il faut organiser puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent dans ma tête. Déjà, je fais je connais mes personnages très bien avant de commencer pour savoir comment ils vont réagir à ce qui se passe dans l'histoire. Alors ça, tu l'écris? Je fais une bible de personnages, mais genre j'ai 4 pages, 5 pages sur chaque personnage. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais physiquement, physiquement, leurs plus grandes peurs, leurs rêves, les choses jamais avouées. Construit leur personnalité comme ça. Et puis, je me fais quand même un espèce de plan, même si après, comme je l'ai dit, il sera mobile, quoi. Et je sais où je veux arriver. Et donc, l'histoire tend vers où je veux arriver. Et donc, parfois, non, moi, j'écris aussi selon l'humeur du jour. Si un jour, tel passage, je ne me le sens pas d'écrire, je passe au suivant qui est prévu dans le plan. Et voilà, je me fiche pas trop dans la manière d'avancer dans l'histoire. Est-ce que tu reviens en arrière? Est-ce que parfois tu vas combler ou rajouter quelque chose qui te vient après? Tout le temps. Tout le temps. Oui. Et ce qui est très important pour moi, c'est la cohérence. Et dans mes, je sais pas, j'ai peut-être une trentaine de relectures scan à la fin. Chaque relecture scan est sur un seul point. Il y en a une qui C'est quoi une relecture scan? Une de mes relectures scan, c'est la cohérence psychologique d'un de mes personnages. Une autre relecture scan, ça peut être dans le temps, si tout est logique, et puis par rapport aux saisons. Une autre lecture scan, ça va être traquer les mots petits, traits, les verbes faibles. Une autre lecture scan, bon, ça c'est. C'est toi qui fais tout ça? Oui. Ouais. Mais ça c'est ma façon. Hein. Pour toutes les questions, je pourrais dire que je connais plein d'auteurs qui font tout à fait autrement et ça fonctionne aussi. Ouais. Je crois que le truc, c'est de trouver sa manière à soi et d'améliorer sa façon de travailler. C'est quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert, tout ça? Non, j'ai appris, c'est-à-dire qu'en atelier d'écriture, comme j'ai dit, j'ai appris des outils sur l'ensemble de la construction d'un roman, un peu, mais c'est quand même beaucoup en tâtonnant, en essayant. Alors, Guylaine te demande, est-ce que tu écris tous les jours? Et même, élargissons un peu,
comment écris-tu? Là, sur le plan matériel, tu écris sur quoi? Tu écris où? Tu écris quand? Ça se passe comment? Ça se passe, ça commence dans mon lit, les yeux fermés, donc entre le sommeil et le réveil. Et donc, voilà, là, il y a déjà plein de choses les personnages. Tous les matins? C'est le matin ou le soir, les yeux fermés? Non, c'est le matin. Le matin. Enfin, quand j'en sors du sommeil et les personnages commencent à s'agiter. Ils ne me laissent pas tranquille jusqu'à la fin du livre. Hein, de toute façon, ils se taisent que quand le livre est terminé. Et après, moi, je ne vais pas m'obliger à aller à ma table d'écriture. Je dois m'obliger à m'arrêter pour faire d'autres choses, quoi. J'écris où? Je peux écrire à beaucoup d'endroits, mais dans le calme. Et puis voilà, j'écris tout le temps. J'écris quand je vois un film, quand j'entends une musique, quand je vais me promener. Voilà, toutes les choses font écho à ce que je suis en train de... Mais tu écris chez toi? Est-ce que pendant l'écriture d'un livre, tu ne bouges pas de chez toi? Je peux écrire à l'étranger, dans un coin perdu de Bretagne, où je me sens bien. Voilà, ça ne doit pas être forcément chez moi à Bruxelles. C'est pas chez toi à Bruxelles. Alors, question de Sophie. Est-ce que tu fais relire tes textes dans ton entourage? Alors, Sophie demande familial, mais je crois savoir que tu fais relire tes textes. Tu as toujours les mêmes premiers lecteurs. Oui. Et je dis, avant même de faire relire mes textes, je discute de mes idées en cours d'écriture. Je ne reste pas un an toute seule dans ma grotte et puis tout à coup, je lâche le truc abouti. C'est trop solitaire pour moi et donc régulièrement, je débat de mes idées. Enfin, je confronte mes idées. Donc, tu fais ça dans un atelier auquel tu participes, non? Ça peut être un peu en atelier ou en individuel. Et après, oui, j'ai une série de relecteurs. Alors, le truc, c'est quand même de garder mon cap parce qu'un relecteur peut t'emmener à droite, le suivant à gauche. Mais je trouve ça toujours intéressant. Ils vont me dire, ben là, ça va trop vite, il faut entrer plus dans l'émotion, ou j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Alors ça, je fais une petite aparté. J'admire beaucoup ça. Moi, par exemple, j'écris tout à fait à l'envers, c'est-à-dire que j'écris tout et ensuite seulement je le montre. Et parfois, c'est trop tard. Donc, je trouve ça très intéressant comme idée de le montrer. Mais quand tu dis mes lecteurs, ce ne sont pas des professionnels. Si, ce sont des professionnels. Oui, certains oui, et d'autres lectrices lambda. Non, mais je veux dire, ce sont des amis qui sont dans cet univers-là? Non. Donc, des professionnels d'ateliers d'écriture. Des professionnels d'ateliers d'écriture. Mais aussi des gens qui sont des lecteurs, quoi. La première fois, j'avais cherché une lectrice anonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas ma vie. Et voilà, bon, c'est devenu une amie, mais... elle connaît bien ta vie, ouais. Oui, mais non, ce qui était génial, par exemple, c'est que tout mon manuscrit, bon, moi, je ne cherche pas des gens bienveillants qui disent « Oh, c'est formidable, ça ne m'intéresse pas ». Elle annote tout le manuscrit. Elle dit « Là, ça me touche, là, ça ressemble à ma mère, là où je transpire, j'ai peur ». Donc, bon, elle est assez bienveillante, mais ça m'encourage. Et les autres, c'est peut-être 4 heures de débriefing assez critique, quoi. Ouais, mais non, ça, c'est des bons amis parce que c'est un travail énorme de faire ça et d'avoir la confiance, en fait, pour pouvoir te dire les choses réellement, etc. Alors, Sophie demande si les lieux que tu décris sont des lieux imaginaires ou réels. Et si jamais ce sont des lieux réels, est-ce qu'ils sont absolument conformes à la réalité? Un mélange des deux, je dirais. Donc, on me demande, aucun de mes livres se passe à Bruxelles. Ça, on m'a souvent posé cette question, pourquoi? Et je crois que c'est parce que quand je lis et quand j'écris, j'ai envie d'être emmenée ailleurs. Hein. Tu voyages. J'ai pas envie d'écrire autour de mon nombril dans ma rue à Bruxelles, quoi. J'ai envie de vivre d'autres choses. En tout cas, souvent, pour l'instant, ça part d'endroits que j'ai connu et effectivement après se mêle toujours l'imaginaire à des choses que j'ai croisées, que ce soit pour les lieux ou pour le reste. Oui, donc ici pour l'arbre on est dans un village en Provence par exemple. Ici on est en région parisienne si je me souviens. Maison Lafitte. Maison Lafitte, toi très précisément. Et Bagnères de Bigorre. Oui. Et ça? Ça, c'est la campagne à Paris, un quartier de Paris. Ici, l'immeuble était à Paris? Ouais. Bon, est-ce que tu nous parlerais quand même de toutes les couleurs de la nuit? Parce que alors ça, c'est encore un travail différent où là, vraiment, tu as quasiment... Enfin,
tu as procédé presque comme un acteur qui allait jouer dans un film ou comme un journaliste qui allait. Il y a vraiment eu un travail énorme de documentation. Tu nous racontes de quoi parle ce livre sans tout dévoiler, mais le pitch est formidable. Donc, Toutes les couleurs de la nuit, c'est Vincent Morel, 35 ans, prof de tennis. Il a à peu près tout pour être heureux. Hein. Voilà, et puis il va chez l'ophtalmo et en une phrase, sa vie bascule parce qu'elle lui annonce qu'en déant les 3 semaines, il sera aveugle. Voilà, ça c'est le point de départ. Et donc, tout change pour lui. Il va commencer par fuir, tenter de fuir cette réalité. Il va passer par plein d'émotions différentes. Et puis, il va se réfugier à la campagne, dans la maison de son grand-père, un endroit où il a été heureux enfant. Et là, il va d'abord, qu'est-ce qu'on fait des 3 semaines qui restent quand on apprend qu'on va perdre la vue, et après, comment on appréhende la perte et comment on tente de se reconstruire, quoi. Lui, il va pas mal se servir de ses autres sens et de ce retour à la terre. J'adore la façon dont Karine dit « lui, il va se servir de ses autres sens ». Alors, comment on fait pour justement être capable de se servir de ses autres sens quand on a encore la vue disponible? Qu'est-ce que tu as fait pour travailler ce personnage-là? Mais d'abord, le point de départ, de nouveau une phrase. J'ai rencontré un homme qui a perdu la vue en 24 heures et qui m'a raconté qu'il était plus heureux qu'avant. Et donc, de nouveau, ça m'a assez interpellée. Et lui, voilà, après, j'ai interrogé des tas de malvoyants pendant des mois. C'est le livre qui m'a demandé le plus de travail documentaire avant. J'ai interviewé des gens qui travaillent avec les malvoyants. Je voulais vraiment que ce soit juste dans ce qu'ils pouvaient ressentir, même s'ils ne ressentent pas tous la même chose, mais que ce soit techniquement et psychologiquement juste. Voilà. J'ai aussi expérimenté des lunettes, donc il n'est pas complètement dans le noir. Il faut savoir que peu de gens sont complètement dans le noir. En France, il y a 200 000 personnes sont dans le noir ou ne voient que des ombres, et 900 000 ne voient pas un visage à 4 mètres. Donc ça concerne quand même beaucoup de gens. Lui, ce qu'il a, l'atrophie optique de Leber, c'est il a une grosse tache noire au milieu et il voit flou autour. Et donc tu as choisi cette maladie-là parce que c'était celle de l'homme que tu as rencontré ou parce que en te documentant, parce que j'avais envie d'une maladie à échéance courte, parce que j'avais envie de travailler qu'est-ce qu'on fait quand on sait que ça va disparaître dans un temps assez court. Et donc les thérapeutes qui travaillent avec les malvoyants fabriquent souvent des lunettes qui imitent la vision leurs patients pour que les proches, la famille, se rendent compte de ce que c'est. Donc, j'ai apporté… Alors, attention, moment démonstration. Et si vous testiez la vision de Vincent, parce que j'ai souvent porté ces lunettes pendant tout ce temps, pas au moment où j'écrivais, mais pour me rendre compte vraiment de ce qu'il vivait. Et donc, alors, ça, c'est toi qui les as fabriquées, ces lunettes, ou ce sont des lunettes je les ai fabriquées avec la fille qui en fabrique pour ses patients. Attention. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est… Ah oui. Et donc, c'est quand même… c'est très impressionnant. Il n'est pas complètement dans le noir, puisque avec le flou qu'il y a autour, ça lui permet de voir des volumes et se repérer un peu dans l'espace. Comment tu te sens? Je fais une tentative complètement nulle, mais quand même, peut-être, ça vous donne une vague idée. En fait, c'est très étonnant parce que tout est noir. Je ne sais pas si tout n'est pas noir. Non, le centre est noir et il y a une perception de mouvement autour. Ça donne quelque chose? Non, pas du tout. Et on a envie d'avoir l'image complète en bougeant la tête. Il n'y a pas moyen. Il y a un petit côté Stevie Wonder quand on te regarde de l'extérieur. Mais c'est vrai que de l'intérieur, pour décrire ce qui se passe, il y a une sensation autour, périphérique. Il y a une vision périphérique. Une sensation, donc on voit que quelque chose a bougé ou qu'il fait jour, par exemple. Oui. Il fait très clair parce qu'on a les spots. Oui, mais on fait quand même une différence entre le jour et la nuit, et c'est à peu près tout. Mais on a une perte complète de détails. Oui, et puis même, enfin, on ne sait pas qui est là. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas qui est là. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que cette histoire-là, tu l'as racontée ou faite lire à des gens qui souffrent de ça? Est-ce que tu as pu tester un peu l'effet
des faits réalistes. Bah, dans mon comité de lecture, on va l'appeler comme ça, cette fois-ci, j'avais des gens qui travaillaient avec les malvoyants, qui ont aussi, en dehors de l'interview, relu. Oui. Et donc, pour l'instant, il vient de sortir, mais donc les malvoyants, il n'existe pas encore en audio-livre. J'espère qu'il existera un jour. Ah ben ouais. Mais peuvent lire en reconnaissance vocale avec voilà, il y a plein de logiciels. Oui. Et donc, il y en a une en tout cas. Elle a lu que le premier chapitre. Elle a dit qu'elle avait pleuré tout le long parce que c'était tellement son histoire et la façon dont on lui a appris les choses. Après, il y en a une ou deux autres qui ont déjà lu, mais selon. Et attends, pardon, un instant, ça te fait quel effet quand tu entends ça? Ça me fait beaucoup d'effet, ça c'est sûr. Quoi. Ouais. Et puis après, selon, tu vois, il y a des gens qui lisent, qui vont être aveugles de naissance, d'autres qui ont perdu la vue à 6 ans. Chacun a sa façon d'appréhender les choses et s'y retrouvera, elle s'y est beaucoup retrouvée, en tout cas au départ, dans la manière dont le médecin annonce le diagnostic. Alors, c'est vraiment une histoire d'une très grande finesse. Les personnages, les relations, les rapports entre les gens sont d'une très grande finesse. Et je trouve que cette fois-ci encore, tu es passé dans une nouvelle dimension de qualité, notamment par le rapport qui est décrit entre les gens, qui est très, très fin. Alors, nous qui nous essayons à l'écriture ici, c'est un livre très inspirant, techniquement même, parce qu'il y a vraiment une très grande légèreté autour d'un sujet qui en fait est assez terrible, mais ça ne l'est jamais puisqu'il y a vraiment beaucoup de force et d'espoir dans ce personnage. J'ai une question de Sylvie qui demande si tu es transformée par et après chaque livre. Est-ce que tu te sens différente? Qu'est-ce qui se passe quand tu as fini? Il se passe plein de choses depuis que j'écris. Certainement que je suis transformée, mais ce qui m'a énormément enrichie et auquel je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à écrire, c'est toutes les rencontres fantastiques que j'ai faites, notamment dans le travail préalable d'interview. Ici, pour celui-là, dans son manant, j'ai interviewé plein de personnes âgées. Certaines m'ont confié des choses qu'elles avaient jamais dites, par exemple. Et donc, la femme qui m'a inspiré cette histoire, il y a un poème qu'elle avait écrit et que je trouvais qu'il se prêtait bien, qui n'avait jamais été diffusé. Et je lui ai demandé si je pouvais le mettre dans ce livre. Et elle m'a dit, mais elle a 75 ans, elle me dit, mais tu rigoles, je suis flattée à mort. Et maintenant, son poème est traduit, est dans 20 pays, en plein de langues. Et donc ça, c'est super fort, tout ce que je vis périphériquement à l'écriture. Oui. Caroline demande combien de temps tu prends pour la préécriture et combien de temps tu prends pour l'écriture. Donc peut-être en proportion, parce que j'imagine quand… La préécriture, donc le travail de recherche en amont, ça dépend des livres. Donc pour Toutes les couleurs de la nuit, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Mais pour tous, j'ai fait en amont l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. J'ai interviewé des hommes, des femmes sur ce thème. Je sais pas, je dirais 3-4 mois en amont, à peu près, pour ceux-là. Oui. Plus pour celui-là. 6 mois pour celui-là. Et alors, aujourd'hui, tu es romancière, donc c'est ta vie, c'est tous les jours. Oui. Presque. Quand tu finis un livre, tu as déjà commencé le suivant dans ta tête ou tu prends un temps de recyclage de toi-même, comment on enchaîne? Je crois que c'est pas mal d'avoir déjà, en tout cas, des idées dans la tête. Comme ça, on est moins dans cette période un peu fragile quand même de la sortie du livre. Là, tu es juste. Alors, c'est aujourd'hui. Donc, tu te sens comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis c'est un bon endroit pour vivre ça. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est comme si je suis très fusionnelle avec ce personnage, en plus depuis des mois, 2 ans. Enfin, ça a commencé il y a plus de 3 ans. Et donc là, je le lâche et je ne sais pas du tout si les gens vont l'aimer autant que moi. Est-ce qu'il va attirer l'attention? Est-ce qu'il va susciter l'indifférence, des compliments? Est-ce qu'on va lui lancer des tomates? Je ne sais pas. Et donc, c'est pas mal déjà de penser à créativement être un peu sur autre chose. Oui. Voilà. Est-ce que écrire t'est vital? Ah oui. Ouais. Et si tu n'écrivais pas, tu ferais quoi? Si je n'écrivais pas, je ferais quoi? Je sais pas, je trouverais une autre forme d'expression. Avant, j'étais photographe et je suis encore un peu, mais photographe, c'est moins prenant, quoi.
c'est pas à chaque moment. D'abord, l'écriture permet d'aller beaucoup plus loin. Avec mes photos, j'aimais aussi raconter des histoires, mais l'écriture, ça t'habite tout le temps. Et l'écriture, je sais pas, c'est plein de choses, hein. C'est une plaine de jeux. C'est d'abord très amusant, surtout parce qu'on parle. J'ai dit que c'était difficile pour certaines choses, mais surtout, je m'amuse beaucoup. Ouais. J'ai tellement de liberté, voilà, de créer des personnages différents, des structures différentes dans chaque livre. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, tu vis ton écriture. Je vis sobrement. Tu vis sobrement. À la Pierre Rabhi. Mais lorsque tu as commencé, pas du tout. Donc, est-ce que tu te souviens de comment c'était lorsque tu écrivais, mais que tu devais gagner ta vie autrement? Comment ça s'est passé? Tu te souviens de ça? Parce que nous en sommes encore là, à avoir des métiers et écrire en même temps. C'était compliqué puisqu'écrire me prend beaucoup de temps. Moi, je connais des auteurs qui ont 3 enfants. Je connais une neurochirurgienne qui sort un livre par an et qui a 3 enfants. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Parce que d'abord, ça m'habite complètement. Donc, j'ai du mal à... Je ne peux pas dire j'écris de 4 ou de 8 heures à midi. Je ne sais pas faire ça, moi. Et dire au revoir les personnages, je m'arrête, je passe à autre chose. Donc, pendant un an, j'ai vécu encore beaucoup plus sobrement. Alors, je précise que Karine a des enfants, mais surtout, tu dis quelque chose, je me permets de le répéter, parce que c'est toi qui le dis, que tu es devenue romancière à l'âge d'être grand-mère, en fait. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une des particularités de mon histoire et qui est géniale, je trouve. Donc, c'est parti Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, que j'ai lu quand j'avais 8 ans. Et donc, ce jour-là, je me suis dit qu'un jour, je voudrais être une comtesse de Ségur à mon tour et arriver à créer ce que je ressentais. Et donc, le chemin, ça a pris son temps, hein, mais donc, comme quoi, ça me convainc encore plus que il faut avoir des rêves, il ne faut pas perdre ses rêves de vue, il faut qu'ils soient assez grands pour ne pas les perdre de vue et que voilà, il faut suivre son intuition et que ça peut arriver même tard, quoi. Et pourquoi tu t'en es pas occupée plus tôt? J'avais essayé une fois il y a 15 ans, un livre qui a failli être publié, de nouveau parce que petits-enfants, travailler, tout en même temps, et j'étais heureuse comme photographe aussi. Voilà, c'est... Une question de Sylvie. Comment s'est passée ta rencontre avec l'éditeur qui t'a donné ta chance, donc avec l'éditeur de l'immeuble? Est-ce que c'est le premier éditeur que tu as croisé? Oh que non! Beaucoup d'allers-retours à la boîte aux lettres, beaucoup de boîtes aux lettres vides, beaucoup de lettres types qui disaient que je ne correspondais pas aux lignes éditoriales, des lettres beaucoup plus violentes parfois, qui disaient que c'était vraiment pas ma place, comment le manque d'imagination pouvait mener à l'écriture, le manque d'intelligence, que c'était une insulte au lecteur potentiel, enfin voilà. Donc il faut, je trouve, en plus l'imagination, il faut beaucoup d'obstination. Je crois que tu as eu presque 30 lettres de refus. Comme le stress me fait grossir, à chaque lettre de refus, je prenais des grammes en plus. Et donc, voilà, et donc il faut de nouveau continuer à y croire, quoi. Oui. Alors, donc, question de Christelle, est-ce que maintenant tu pourrais vivre de ton écriture? J'en vis, voilà, tranquillement, mais en même temps, je ne sais jamais comment le prochain livre va marcher. Donc, il n'y a pas de certitude, comme dans toutes les créations artistiques, c'est chaque fois remis à zéro, quoi. Mais en tout cas, c'est ta vie d'aujourd'hui. Tu ne te poses pas la question en ce moment de faire autre chose. Tu persévères, tu y vas, avec succès. Hein, donc, c'est ça qui est assez formidable. Ça me donne envie d'autres formes d'écriture, quoi. Voilà. Élodie demande comment est née ton envie d'écrire, mais je crois qu'on y a répondu. Ça remonte à la comtesse de Ségur. Pourquoi c'est revenu sur le tapis, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que, alors que tu étais photographe… J'ai pas été photographe. Avant d'être photographe, j'étais quand même copywriter dans la pub. Oui. Et donc, ça, c'est une forme d'écriture aussi, quoi. Pourquoi c'est revenu? La rencontre avec cette femme. Voilà, c'était pas en amont de ça, je me suis dit, je vais réessayer, je vais écrire un livre. Je l'ai rencontré, j'ai trouvé ça dingue. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit plusieurs pages. Mais en atelier d'écriture, j'ai raconté ça à des participants qui m'ont dit, ah bon, mais moi, j'aurais entendu cette phrase, je n'en aurais pas fait un livre. Donc, chacun trouve, je sais pas, voilà, si ça fait écho chez moi, ça fera peut-être pas écho chez quelqu'un d'autre.
Une question de Laurence. Est-ce que un drame, est-ce que c'est un drame ou une épreuve dans ta vie qui a réveillé ta sensibilité et l'envie d'écrire? Non, Est-ce que tu peux relier tout ça? comme je le dis là, c'est cette phrase complètement qui me semblait complètement dingue, qui m'a réveillé l'envie d'écrire. Mais je pense que tout ce qu'on vit, en fait, quand il y a quelqu'un qui me dit une phrase, c'est comme si c'était une allumette qui mettait le feu à une brindille sèche, et puis que tout ce que j'ai déjà vécu, lu, écouté, oui, ressenti, c'est comme du bois sec qui était en moi, et donc cette étincelle embrase le tout, et en plus, je vais chercher encore du bois nouveau pour nourrir les choses. Et évidemment, dans le bois sec en moi, ben, oui, il y a eu des chocs, des choses difficiles, faciles comme tout le monde, mais c'est mon matériau de base, mais en même temps que c'est toi, c'est lui, c'est quelqu'un qui passe dans la rue, tout, tout se mélange. Tout se mélange. Et tout nourrit l'écriture, voilà. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment ton imagination qui te guide, ton interprétation qui crée chez toi un imaginaire foisonnant. Je dirais qu'au départ, et peut-être c'est là qu'on peut faire le pont entre la photo et l'écriture, c'est l'observation. J'aime observer, écouter, voilà, les gens, la petite vieille qui traverse, comment on lui tient le coude. Je suis très peu sur les écrans, et donc je suis vraiment à ressentir les atmosphères, ce qui se passe, et je pense que voilà, ça aussi c'est un terreau. Et c'est vrai que tu es très peu sur les écrans. Enfin, pour la joindre, il faut s'y prendre de bonne heure. Valérie demande quel conseil tu pourrais donner à un ado qui aimerait envoyer un roman à un éditeur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Le culot, qu'est-ce qu'on peut dire pour garder la foi? Directement, sans passer par un atelier, directement un roman. Voilà, quelqu'un qui a déjà un ado, qui a déjà son roman et qui a envie de l'envoyer à un éditeur. De ne pas l'envoyer à un, de l'envoyer à plein et de le tenter, de regarder quel éditeur correspond un peu à ce qu'il écrit. S'il écrit du fantastique, c'est pas la peine d'envoyer un éditeur qui fait pas de choses comme ça. Voilà, de traîner en librairie, d'être conscient de qui édite quoi, et voilà, d'essayer. Tu passes beaucoup de temps dans une librairie, je crois. Il y a une librairie près de chez toi où tu as tes habitudes. C'est une des questions d'Edith. Est-ce que tu lis beaucoup? Ah oui. Et quel genre de livre je suis une grande lectrice depuis que j'ai 5 ans. Je crois qu'il n'y a pas de jour où je ne lis pas. Je ne sais pas si on peut écrire sans adorer lire, en fait. Tu écris et tu lis dans la même journée, tout ça, tous les jours, tu écris et tu lis? Oui. Oui. Ça s'organise comment? Tous les jours, tu manges et tu bois. Oui, tout à fait. Voilà, tous les jours, j'écris. Et tous les jours, je suis sur mes écrans, peut-être, c'est pour ça. Ouais, pas trop de télé non plus, hein, donc ça laisse de la place pour la lecture. Donc oui, j'écris, je suis très éclectique dans mes... Dans tes lectures, qu'est-ce que tu lis? Très éclectique dans mes lectures, de tout. Beaucoup de romanciers étrangers, je lis en anglais aussi. Je sais pas, des tas de choses qui me touchent par rapport au thème, au sujet. Et c'était quoi la fin de la question? Non, c'était qu'est-ce que tu lis, si tu lis beaucoup et qu'est-ce que tu lis? Une question de Valérie, quand on vit de sa passion, puisque maintenant c'est le cas, est-ce que tu y mets toujours, tu éprouves toujours autant de plaisir? Est-ce que ça a changé quelque chose de vivre de l'écriture? Je suis une passionnée à la base, donc ça on ne peut pas le changer, je pense. Donc voilà, et comme je dis que j'y prends autant de plaisir, mais c'est une question intéressante. Et je ne sais pas si je pourrais le faire sur commande. C'est vraiment quelque chose chaque fois qui est le moteur de cette passion, et cette passion qui me fait quand même travailler des milliers d'heures avant de produire le livre. Hein. C'est quand même par moments comme si je remontais une pente verglacée en canard. C'est plus souvent ça que la petite descente en godille. Hein. Mais en même temps, je ne vois pas ce qui pourrait plus m'éclater que de faire ça. Qu'est-ce que ça a changé en toi, cet élan-là, entre ce début, là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces lettres de refus et maintenant? Qu'est-ce qui est différent chez toi? Est-ce que tu sens quelque chose?
Moi, je trouve que je suis quand même en éternel apprentissage. Est-ce que tu as pris confiance en ton écriture? À défaut d'avoir confiance en toi, est-ce que peut-être, est-ce que tu peux avoir confiance en ton écriture? Un peu parce que je sais maintenant, après 4 livres, que si je prends un sujet et que je travaille beaucoup, je peux arriver à quelque chose. Voilà. Et puis bon, il y a les retours des gens aussi. Hein. Alors, question de Caroline, quand les idées ne se bousculent pas, donc imagine que les idées ne se bousculent pas dans ta tête, est-ce que tu as un truc ou est-ce que tu laisses tomber pour cette journée-là? S'il y a un blocage, comment tu fais? Je dis s'il y a un blocage sur un passage, il y a toujours quelque chose à travailler. C'est retravailler l'écriture d'un passage, aller lire sur le sujet que je travaille, voilà, aller me promener, regarder autour de moi. Mais quand tu dis aller lire sur le sujet que tu travailles, par exemple dans l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, ce sont surtout des portraits de femmes qui ont vécu des histoires différentes et qui vont y faire référence tout en ayant des relations avec les autres personnages de l'immeuble. Donc, qu'est-ce que tu peux lire là-dessus, possiblement, pour t'inspirer? Il y a toujours plein d'essais hein, sur les thèmes. Hein. Bon, l'immeuble, je sais plus loin, hein, donc je me souviens moins de ce que j'ai pu lire. Mais par exemple, sur Eh bien, dans son manant, j'ai lu plein de choses sur la vieillesse, la perception des personnes âgées dans notre civilisation par rapport aux autres civilisations, où chez nous, le mot vieux, c'est comme un vilain mot. Et que, voilà, je sais pas, des tas de choses qui me diversent, qui me nourrissent. Des films aussi. Et tu prends des notes? Oui. Oui. Trop de notes. D'accord. Et tu te sers de ces notes après, tu prends tes notes dans un cahier? Parfois, je ne sais pas me relire. Parfois, j'ai trop de feuilles. Au bout d'un moment, oui, je m'en sers. Mais il en reste quelque chose. Hein. Guylaine demande comment tu écris, si tu écris à la main, ou enfin si c'est manuscrit ou si tu tapes. De tout. Donc, j'écris à la main, j'écris… L'histoire est écrite à la main? Non, c'est pas l'histoire, c'est un peu à la main, un peu je tape, un peu j'imprime, un peu je me relis, un peu je m'enregistre, je m'écoute, tout de nouveau. De nouveau, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que tu rends à ton éditeur? Après, je rends un très beau PDF avec les marques comme il faut et l'interligne. Et non, mais je tape au fur et à mesure. Et le meilleur conseil que je peux donner, que j'avais eu dans un livre de conseils d'auteurs américains, que personne ne veut jamais suivre, mais moi je trouve que c'est un conseil très utile, c'est de s'enregistrer et de s'écouter, même pour des petites choses. D'enregistrer l'histoire? D'enregistrer sa page ou ses pages, parce que quand on se relit dans sa tête, on voit des choses. Quand on se relit à voix haute, on en voit encore. Mais quand on s'enregistre et qu'on s'écoute, on voit des tas de choses qui ont échappé aux autres lectures, que ce soit les répétitions de mots, le rythme, de tout. Voilà. Mais je le fais pour le livre entier. Hein, donc, ça représente 15 heures ou 10 heures de lecture et d'écoute. Mais je trouve que… moi, j'en ai besoin en tout cas. Ouais, c'est un super truc. J'ai jamais essayé. Déjà, quand je me relis, ça me fait peur. Mais même pour un mail important, on peut faire ça. Ouais, parce qu'on se rend vraiment plus compte. Ouais, c'est une super idée. Alors, Caroline demande si, lorsqu'on est belge, il vaut mieux s'adresser à un éditeur belge ou français. Caroline doit être belge. C'est-à-dire qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup il y a des éditeurs, mais comme ils sont petits, ils n'ont pas des équipes suffisantes pour que les livres soient diffusés en France ou aller dans les salons à l'étranger. Or, pour le même temps passé à écrire, autant maximiser les chances. Et je préférais tenter que ça marche et après de vendre plus que quelques centaines de livres. Donc, je me suis dit, j'essaye d'abord en France. Tout dépend peut-être de la langue dans laquelle on écrit. Si on écrit en français, on peut s'adresser à un éditeur français. Alors, Pamela demande un conseil pour écrire un roman à partir d'un drame personnel. Quel genre de conseil à partir d'un drame personnel? Est-ce que ça dépend si elle veut faire un roman ou une autobiographie? Est-ce qu'elle se sert de ça au départ et qu'elle s'éloigne de ça et que les personnages sont imaginaires, mais que comme moi, elle se sert de ses émotions par rapport aux choses? Ou si elle veut le faire de manière plus autobiographique? Est-ce que… Parfois, pardon, je t'interromps, mais parfois, moi aussi…
enfin pas dans le cas comme ça, mais par exemple, il faut essayer deux, trois choses sur quelques chapitres. Moi, par exemple, pour ce livre-là, j'ai essayé plusieurs chapitres en je, après j'ai essayé plusieurs chapitres en il, pour voir ce qui donnait le mieux. Il faut beaucoup, je trouve, essayer. Question de Valérie. Est-ce que tu rencontres tes lecteurs et qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou marqué de la part de tes lecteurs? Les rencontres avec les lecteurs, c'est formidable, hein, puisqu'à part mes relecteurs en cours d'écriture, c'est quand même, ça reste assez solitaire comme exercice. Et donc, les rencontres avec les lecteurs, c'est toujours incroyable de voir à quel point ça peut les toucher, quoi. Je crois que tu aimes bien aller dans des salons, dédicacer tes livres, ça c'est une des récompenses. Surtout quand il y en a plusieurs, parce que les gens qui viennent, ils ont déjà lu les précédents et t'en parlent de façon… Parfois, et même, ils ont vu des choses que je n'avais pas spécialement voulu y mettre, puisque ça fait écho chez eux à ce qu'ils vivent. Et je crois que tu as même un livre qui a été utilisé dans un groupe de lecture, dans un club de lecture en Allemagne. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la dernière magnifique anecdote que j'ai vécue. Donc, dans ma boîte aux lettres, une grosse enveloppe qui avait été redirigée chez moi par l'éditeur de mon deuxième livre, et bien d'en sont maintenant. Et j'ouvre cette enveloppe et j'en sors une dizaine ou une quinzaine de pages manuscrites. Bon, déjà, ça va devenir un truc rare bientôt, hein, de recevoir un courrier comme ça. Et donc, écrite en français. Et donc, c'était un club des femmes qui se réunissent tous les mardis. Il y a un club qui existe depuis 30 ans de littérature, un club de femmes allemandes en français. Et donc, elles me disent qu'elles ont lu et étudié mon livre, et bien, en sont maintenant pendant 6 mois. Et chacune m'écrit une lettre pour me dire à quel point… ça les a bouleversées ou touchées, puis qu'elles les ont elles l'ont fait lire en allemand aux gens qui ne parlaient pas le français. Mais voilà, donc ça, c'est fantastique de recevoir ce genre de courrier. Oui, ça c'est formidable. Alors ça, c'est une question très Bloom. Est-ce que tu tiens ou est-ce que tu as tenu un journal intime? Est-ce que ça fait partie de ton travail d'écriture? Non, je n'ai pas tenu de journal intime. Non, ça c'est… Non, je suis désolée, mais… Alors oui, alors franchement, Karine est passée à côté de tous les avantages du journal intime, parce que tu es dans une écriture qui est très créative de toutes les façons. Et ok, formidable. Bon, voilà, nous avons notre réponse. Est-ce que… alors Valérie demande, parce que moi je suis d'accord avec cette question, c'est la partie qui me fascine le plus dans la fiction. Est-ce que tu as déjà tout le scénario avant de commencer? Ou est-ce que tu sais déjà où tu vas et comment tu y vas? Où j'ai envie d'aller, j'ai mon thème, je sais où j'ai envie d'aller, je connais la fin, comme je dis, ça la fin elle change rarement, et donc je vais vers la fin, mais ça peut évoluer en cours de route. En cours de route, je vais dire la structure, la colonne vertébrale est légère au début et puis ça se renforce. Je trouve que dans l'écriture, il y a plein de métiers. Il faut être architecte, il faut des fondations, il faut que l'édifice tienne, il faut être musicien parce qu'il faut qu'il y ait un rythme, il faut être poète parfois. Voilà, il y a des tas de choses qui se mêlent et qui ne se mêlent pas forcément pour moi de faire d'une manière très ordonnée, quoi, de nouveau. Mais donc tu dis que tu as l'histoire, mais est-ce que pour créer une histoire, il faut quand même des personnages? Donc, est-ce qu'il y a des personnages qui vont peut-être apparaître au cours de l'histoire que tu n'as pas prévu au début? Des petits personnages secondaires, mais mes personnages principaux… Donc, tu commences par les personnages ou par l'histoire? Donc, il y a l'idée, il y a l'inspiration. Il y a la phrase, détonateur. Ouais. Par exemple, pour l'immeuble, cette femme, voilà, il y avait la phrase détonateur, et après… elle, dans son immeuble à elle, il y avait que 2 femmes comme ça. Moi, j'ai eu envie qu'il y ait un immeuble habité que par des femmes. Donc, j'ai décidé… oui, j'ai d'abord construit les personnages qui allaient vivre à chaque étage, ce qu'elles avaient vécu chacune, quelle était leur raison de bascule et de renoncement à chacune, avant de les mélanger. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire à plusieurs? Question de Valérie. Non. Je n'ai pas essayé, mais pourquoi pas? Tu n'as jamais, dans des ateliers peut-être, des ateliers d'écriture, participé à des choses un peu collectives? Non.
Non. Vous écrivez à plusieurs dans Bloom? Alors là, on s'est lancé dans un Bloom Exquis qui est un cadavre exquis, mais c'est vraiment un jeu de créativité pour voir où nous emmène notre imagination. On part d'un point et puis on verra bien où nous emmène notre imagination. Mais donc tu écris seul. Tu penses que c'est possible d'écrire un roman à plusieurs? Oui, pourquoi pas. Ça existe, hein, des gens qui écrivent à 4 mains. Qu'est-ce que tu écris d'autre que des livres? Alors, j'ai écrit mon premier album pour les petits. Et bon, je cherche encore un éditeur, mais voilà. C'est une histoire? C'est une histoire. C'est un conte? Non, c'est l'histoire d'une grand-mère un peu extravagante et de son petit-fils qui trouve qu'elle est tellement extravagante qu'elle ne peut pas simplement s'appeler mamie. Et donc, il lui cherche un nom qui pourrait lui convenir à travers toutes les choses qu'ils vivent ensemble. Et voilà, la famille trouve que la grand-mère doit absolument avoir un nom dès le départ. Et eux, leur complicité, elle va bien au-delà. Et donc, j'ai trouvé ça très reposant d'écrire une phrase par page. Et là, on n'est pas du tout dans... Il n'y a rien d'autobiographique? Si, là, un peu là. plus. On y vient. On y vient. Et j'ai aussi écrit la théâtrale. Voilà. Donc, une pièce de théâtre. Qui est devenue. Il deviendra peut-être. Je surveille l'heure. Profitez-en. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions à poser à Karine. Est-ce que tu animes toi-même des ateliers d'écriture? Ça m'arrive. Dans quel contexte? Est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que c'était un concours que Kalman Levy avait organisé? Des gens devaient écrire sur un thème qu'on avait donné et les gagnants sont partis en week-end avec moi dans un château qui a appartenu à Kalman Levy il y a longtemps. Et dans le cadre de ce week-end, il y avait un atelier d'écriture. Et alors, est-ce qu'on peut savoir ce que vous y avez fait dans cet atelier? J'ai essayé de rester dans le thème de l'arbre. C'était à l'occasion de la sortie de l'arbre. Donc, tout ce que j'aurais fait faire se tournait autour de ce thème-là. Et puis, c'était quelques heures. Donc, je voulais que ça reste ludique, que ça les mette en confiance surtout. Parce que là, on n'était pas derrière un écran, mais autour d'une table. Et comme les gens lisent leur texte, ils se mettent à nu. Donc, c'était important, je trouvais, de créer un climat de confiance et de dédramatiser les choses. Donc, un des exercices que j'aime bien, parce que je l'ai appris cet exercice et que je leur ai fait faire, c'est une scène qui est vécue, une scène de 2 personnes, mais raconter comment chacun a vécu la scène, le point de vue. Ça, c'est aussi la photographe. Moi, j'aime toujours bien avoir des points de vue différents par rapport à une même chose. Mais ça peut être par rapport à une nuit de noces, ça peut être par rapport à un orage, ça peut être par rapport à plein de choses. Excellent. Caroline demande si tu as des fiches pour tes personnages. Oui. Oui. Tu les gardes? Oui, je les garde. Tu as une boîte à personnages? Non, parce que c'est, voilà, de nouveau, c'est pas juste une petite Un fiche. sac à personnages? C'est beaucoup, mais par exemple, pour ce livre-ci, en plus des fiches, comme j'ai construit comme un storyboard de film, j'avais des fiches pour comment les scènes allaient s'imbriquer, toutes les scènes allaient s'imbriquer dans le roman. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, avoir une construction différente. Ici, j'alternais dans la tête de l'un et de l'autre à chaque chapitre. Et ici, on passait dans la tête de tous les habitants du village, donc il fallait tu fais une carte construire. Comment tu fais? Tu fais une carte je fais un mood board aussi parfois, genre un grand tableau où je vais mettre une phrase, une citation, une photo de quelque chose. Voilà, j'écoute parfois certaines musiques par rapport à certains livres. Tu écris en musique? J'ai beaucoup écouté Brel et toutes ses chansons sur les vieux en travaillant sur ce livre-là. En musique, parfois oui, parfois non. Ça ne dérange pas ton cerveau il faut que ce soit d'entendre quelque chose, d'accord. Alors, super question de Valérie qui va nous mener vers la fin. Quel serait un super défi pour toi et quel est surtout ton prochain défi? Littéraire? Ah bah vas-y. Je sais pas, mais lâche-toi. Si est-ce que le défi est littéraire? Est-ce que j'en sais rien? Ça peut être le cinéma, ça peut être, je sais pas. Quel est ton défi? Oui, j'adorerais qu'un de mes livres soit en film. D'ailleurs, j'avais écrit à Pedro Almodovar après l'immeuble, quand j'ai écrit L'immeuble des femmes. Ils m'ont répondu d'ailleurs, mais il a répondu qu'ils étaient très occupés. Mais j'adore sa façon de filmer les femmes et leurs émotions. Comme quoi, de nouveau,
Voilà, c'est pas là que je suis bloquée par l'envie de jeter mon sac derrière Oui, le mur le culot, c'est pas le Oui, problème. mais c'est pas pour ça que ça marche après. Mais si je fais rien, rien ne va exister, quoi. Euh, Mon prochain défi, c'est je voudrais vraiment que ce livre existe en livre audio. Oui. Voilà, parce que bien sûr, il y aura des lectures faites par des bénévoles. Tous les livres existent en audio dans les centres Braille et tout ça, mais voilà. Tu nous racontes ce qui va avoir lieu Le 25, en Belgique. ouais, Alors, si jamais vous êtes en Belgique, est-ce qu'on peut venir? bien sûr. Oui. Donc, tous ces gens avec qui j'ai travaillé en amont pour la préparation de ce roman, quand ils ont su qu'il allait exister, ils ont décidé de créer la faculté de psychologie de Louvain-la-Neuve, créer une soirée pour la sortie du livre, parce qu'ils trouvent qu'il y a peu de romans réalistes, positifs et accessibles au grand public. Et donc, il va y avoir un comédien génial qui va lire un montage d'extraits pendant 1 heure. Et quand on écoute sa voix, ça donne vraiment toute la force aux mots. Après, une psychologue parlera de la reconstruction dans la réalité, la fiction. Puis on aura un témoignage d'une malvoyante. Et voilà, après un cocktail et dédicace. Est-ce que tout ça aura lieu dans le noir? En tout cas, la lecture aura lieu dans le lecture d'extrait aura lieu dans le noir. Ouais, formidable. Voilà. Et donc, c'était un énorme travail. Voilà, ça, c'était un super défi parce que le livre entier, il ferait 10 heures de lecture. Et là, c'est 1 heure. Et je voulais pas que ce soit 45, ça équivaut à 45 pages en suivant. Donc, j'ai dû éliminer certains fils narratifs et recréer une histoire dans l'histoire pour qu'on ait toutes les étapes. Alors, fil narratif, c'est un terme technique qui nous amène à une question de Valérie. Est-ce que tu as suivi des cours ou des formations sur des aspects spécifiques de l'écriture? Tu as suivi des cours? Des cours, non, mais en fait, aux États-Unis, il existe des universités où les auteurs font 4 ans de creative writing avec souvent des auteurs très connus. En France, il commence à y avoir des cursus comme ça. Mais donc, moi, ça m'avait parlé. Et donc, j'ai cherché à droite et à gauche et j'ai plutôt suivi. J'aime bien avoir différents profs parce qu'ils ont chacun un abord différent. Et voilà, avec les uns, j'aborde le fil narratif, avec les autres. Et puis, d'être à plusieurs, d'entendre d'autres traiter un même sujet différemment, ça apprend beaucoup aussi. Voilà. Patricia nous avait posé une question avant notre rencontre, alors qui n'est pas à propos de l'écriture créative, mais qui était de savoir quelles idées nous pouvions avoir pour protéger des écrits. Donc là, je pense qu'on fait plus référence au journal. Comment fait-on pour, si on écrit dans un journal intime traditionnel, donc à la main, comment fait-on pour le cacher? Et Patricia précise qu'elle n'a pas de coffre-fort. Est-ce que tu as une idée sur comment on peut ranger, où peut-on ranger ses écrits si on n'a pas de coffre-fort? Probablement dans un coffre-fort. Est-ce qu'on a une idée? Alors, ça, c'est une question que je pose aux bloomers. Avez-vous une idée ou comment faites-vous peut-être pour ranger vos écrits de manière à ce qu'ils ne soient absolument pas lus, puisque oui, quand on tient un journal intime, il y a une très grosse différence dans la manière dont on va écrire, si on sait que ça risque d'être lu ou si on a la garantie que ça ne le sera pas. Ce sera notre question de la semaine à laquelle nous pourrons essayer de répondre ensemble pour Patricia. En tous les cas, Karine, vraiment 2000 merci. Je ne sais pas comment vous le dire, c'est pas mon métier habituel de faire la promotion de livres. Celui-ci m'a immensément touchée. L'histoire de Karine et de son écriture me touche beaucoup parce que je suis tout ça depuis le début et que à chaque fois qu'elle écrit un livre, elle me l'envoie, elle attend mes remarques, elle attend de savoir ce que j'en ai pensé. Donc il y a vraiment évidemment derrière son grand talent toujours cette humilité, toujours cette fragilité, alors que vraiment l'écriture est de plus en plus sûre et de plus en plus formidable et de plus en plus colorée, même dans le noir. Franchement, c'est un livre tout à fait étonnant. Il est sorti aujourd'hui. Merci Karine, merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Pour parler aux bloomers. Évidemment, tout ça nous donne envie d'écrire des choses. Alors nous sommes en ce moment, nous commençons à nous tourner vers les autres. Donc ça aussi c'est précieux parce que tout ce que tu écris là est tourné vers nous. Quand on a des lecteurs, c'est encore une autre histoire que quand on écrit tout seul pour soi dans sa chambre.
Merci pour votre présence. Vous pouvez encore nous poser quelques questions. On va éteindre maintenant la caméra. Et si jamais il y a des choses auxquelles nous pouvons répondre par écrit, Olivia, qui me passait les petits papiers avec les questions, évidemment, est avec nous. Et on s'occupe de tout ça et de vous répondre. Merci mille fois.